Wittgenstein dit très clairement qu'à un moment donné, il dit je m'oppose à ce qu'il appelle la conception pneumatique de l'âme, mais il explique que la conception behavioriste est quant à elle tout aussi mauvaise que la conception pneumatique. Alors en ce qui concerne Descartes, si vous voulez, le problème que pose Descartes, c'est pas tellement le fait que, comme nous tous, il accepte l'idée que il existe des processus qu'on appelle psychiques. C'est plutôt le dualisme, hein, c'est-à-dire l'idée que nous sommes composés de deux parties qui sont de nature fondamentalement différente, puisque nous sommes composés, d'après Descartes, de deux constituants, dont l'un est au fond une machine, d'une certaine sorte, et puis l'autre est une âme. Hein, et la conception du mental qui va de pair avec cela, c'est celle qui consiste à se le représenter comme fait en particulier de processus qui ont lieu sur un théâtre spécial, qui est le théâtre de l'âme. Hein. Les états mentaux sont des états d'une substance particulière qu'on appelle l'âme. Alors, on peut considérer effectivement que par rapport à cette conception, Wittgenstein a proposé une approche complètement différente du mental, mais qui, encore une fois, ne consiste pas du tout à remettre en question... On nie pas l'existence. Absolument pas. Bien sûr. Alors, il serait peut-être utile que je cite deux ou trois remarques de Wittgenstein sur cette question qui constitue une bonne introduction à la discussion. Il y a un des volumes des remarques sur la philosophie de la psychologie que Wittgenstein a rédigé tout à la fin de sa vie, qui est centré presque complètement sur ce thème, sur l'intérieur et l'extérieur. Et au fond, la question, c'est pas tellement de savoir si on a raison de répartir les phénomènes entre ces deux choses, ce qui est extérieur et ce qui se passe à l'intérieur. C'est plutôt l'usage problématique qu'on est amené à faire de cette distinction, hein, dont Wittgenstein dit qu'au fond, elle repose essentiellement sur une image, et une des tentations auxquelles on cède le plus facilement en philosophie, c'est la tentation de prendre une image pour une explication. Quand vous parlez de choses qui se passent dans l'esprit, vous utilisez à nouveau une simple image, bon, qui est extrêmement naturelle, qui nous est imposée par le langage, et dont les philosophes croient, et que les philosophes croient un peu trop facilement pouvoir utiliser comme une explication, hein, une fois qu'ils lui ont conféré un statut philosophique, puisqu'il y a d'abord l'image telle que nous l'utilisons tous, telle que nous a été inculquée par le langage. Hein. Quand nous apprenons à parler du mental, nous apprenons à en parler comme de quelque chose qui se passe à l'intérieur, mais c'est notre langage qui nous a inculqué cette façon de le concevoir et de le décrire. Hein. Alors cette image en elle-même ne présente aucune espèce d'inconvénient, elle ne commence à présenter un inconvénient que lorsqu'elle est, si vous voulez, adoptée par la philosophie et utilisée d'une façon que Wittgenstein appellerait philosophique. Alors, j'aimerais citer deux ou trois remarques qui éclairent tout à fait bien la position de Wittgenstein sur ce genre de questions. Il dit par exemple ceci: il semble qu'il y ait ici un intérieur sur lequel un extérieur ne permet que des conclusions indéterminées. C'est-à-dire, il y a d'un côté un intérieur, c'est ce qu'on appelle précisément le mental, et sur cet intérieur, sur ces choses qui se passent à l'intérieur, ce qui est extérieur n'autorise que des conclusions indéterminées. C'est dissimulé, donc. Voilà. Alors, évidemment, là, il commence de façon dangereuse à apparaître comme intrinsèquement caché, en quelque sorte, voire même occulte. Et Wittgenstein ajoute, c'est une image, et ce qui justifie l'image est évident, c'est-à-dire cette image est justifiée pour une multitude de raisons. Qu'est-ce qui la justifie? Eh bien, dit-il, la certitude apparente de la première personne, l'incertitude de la troisième personne. C'est-à-dire quand je m'attribue des choses telles que, par exemple, des sensations, je suis en mesure de le faire avec une certitude absolue, et je n'ai pas besoin du reste pour ça de m'observer. Tandis que quand j'essaie d'attribuer à autrui des sensations et de façon générale des états et des processus mentaux, il semble que là on soit condamné à l'incertitude. Oui, c'est la différence entre j'ai mal et il a mal. Et il a mal.
Oui, parce que là, dans il a mal, c'est l'exemple typique. Hein. Là, il y a un intérieur sur lequel, comme dit Wittgenstein, on ne peut que formuler des conclusions qui semblent constitutivement incertaines sur la base d'indications qui consistent évidemment, qui ne peuvent consister que dans des signes extérieurs, hein, tels que ce que fait et dit quelqu'un qui a mal. Quelqu'un qui a mal, hein, la façon dont il se comporte et ce qu'il dit. Alors, une autre remarque que on peut citer, qui est très typique. Wittgenstein dit l'antithèse de ma certitude relativement à ce qui se passe en lui n'est pas sa certitude, car je peux être certain des sentiments d'autrui, je peux aussi être certain des sentiments d'autrui, mais ils ne sont pas pour autant les miens. Autrement dit, là, il y a deux choses différentes à considérer. Wittgenstein insiste sur le fait que, contrairement à ce que prétendent les gens qui défendent sur ce point une forme de scepticisme radical, je peux être aussi certain des sentiments d'autrui que je le suis des miens. Mais on est tenté de se dire on a tort de croire qu'on peut être certain des sentiments d'autrui simplement parce qu'on ne peut pas les avoir. Tant que ce ne seront pas les miens, je ne peux pas être certain. Hein. Et là, on confond évidemment deux choses tout à fait différentes. Il est assurément vrai que, même quand je réussis à être tout à fait certain de ce qui se passe dans l'esprit d'autrui, par exemple des sensations qu'il a, je ne suis toujours pas autorisé à dire que ces sensations sont les miennes. Mais ça n'empêche pas que je peux tout à fait être certain. Il y a lieu de faire remarquer que intérieur ne veut pas dire caché, en tout cas pas intrinsèquement ou constitutivement caché. Et la chose sur laquelle Wittgenstein insiste particulièrement dans ce contexte, c'est le fait que l'intériorité d'autrui peut certes être, le cas échéant, cachée. Vous pouvez avoir des pensées que vous n'avez aucune intention de me communiquer. Mentir. On peut mentir. On peut aussi, par exemple, vouloir dire des choses qu'on ne réussit pas véritablement à faire comprendre à son interlocuteur. Hein. Il arrive que ce que vous avez voulu dire ne soit pas correctement ou pas complètement appréhendé par la personne à laquelle vous parlez. Donc, il ne fait aucun doute que l'intériorité peut être cachée, mais elle n'est pas cachée parce qu'elle est intérieure. Hein. C'est-à-dire, vous pouvez me dissimuler vos pensées, mais vous pouvez aussi décider de me les communiquer. Et de façon générale, on y parvient assez bien. Hein. Dernière remarque de Wittgenstein que j'aimerais citer, ce que je pense en silence, à part moi, lui est caché, ne peut vouloir dire que ceci, il ne peut pas le deviner pour telle ou telle raison, mais ça ne peut pas vouloir dire qu'il ne peut pas le percevoir parce que cela se passe dans mon âme. Or, on retrouve le problème que j'évoquais tout à l'heure. Hein. Dans certains cas, je n'arriverai vraisemblablement pas à deviner ce qui se passe dans votre esprit, mais les gens qui disent, ce qui se passe dans votre esprit m'est inaccessible, veulent dire quelque chose de différent. Ils veulent dire en réalité, je ne peux pas le percevoir. Et c'est une façon de soutenir que c'est seulement si j'étais capable de percevoir directement ce qui se passe dans votre esprit, comme je suis capable de percevoir ce qui se passe dans le mien, que je pourrais être certain de ce qui se passe en vous. Hein. Or, c'est une absurdité puisque, bien entendu, la première chose qu'on est obligé d'admettre, c'est que ça n'a pas de sens. Ça n'est pas seulement faux, mais ça n'a pas de sens de supposer que je pourrais être par rapport à vos propres sensations exactement dans la position dans laquelle je suis par rapport aux miennes, c'est-à-dire en avoir une perception directe.